Monsieur Kankou, bonjour. Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, je tiens à cette occasion à remercier toutes les personnes partis politiques, associations, groupes de pression divers, ainsi que les personnalités tant nationales qu'internationales qui ont rendu possible, de loin ou de près, ma libération par le biais d'un procès qui était presque inespéré. Et c'est ma première conférence de presse depuis ma libération le 24 mai 2016 de la prison militaire d'Indolo, où j'ai passé presque 3 ans, 3 mois et 20 jours de détention. Ma libération a coïncidé avec la tenue du conclave de Bruxelles qui réunissait les forces politiques et sociales pour les changements, initiative combien louable pour la voie vers un espoir du possible pour notre pays, la République démocratique du Congo. Ma contribution, sans atermoiement, est celle de mettre la société congolaise en mouvement, en marche, vers la concrétisation, voire la réalisation effective des aspirations profondes de notre peuple. Le peuple en premier, lui et lui seul. C'est notre priorité. C'est ma conviction. Elle est profonde. Je m'engage dans les combats, la lutte de rendre possible la maîtrise de notre destin, ce qui implique impérativement de retrouver de la dynamique collective. Or, elle est en souffrance à cause des égoïsmes, des stratégies inhumaines, selon lesquelles, je cite, « Comment allons-nous nous retrouver ?» ou encore « C'est notre tour », ainsi pour se mettre au service du mal de la déstructuration de la société congolaise. Je m'engage, moi, mon parti Mouvement Debout Congolais en cycle MDC et les forces positives à renverser la donne et mettre en avant les soucis suivants. Comment faire pour que le peuple se retrouve? Alors, que faut-il faire? C'est ce que je m'engage à annoncer. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays riche en potentialité de développement au regard des ressources humaines et naturelles. Elle a une population jeune avec un âge moyen de 16 ans. Une forte concentration de 0 à 16 ans représentant 50% de la population. Donc, une réserve potentielle pour la production et le développement du pays. La République démocratique du Congo abrite les ressources naturelles, minières, forestières, avec 80 millions d'hectares de terres arables qui sont toutes sous-exploitées et mal exploitées, sans oublier les ressources hydrauliques. En effet, toutes ces richesses, toutes ces potentialités contrastent avec les niveaux de vie de la population congolaise. Je ne vous apprends rien en la matière. Quand on ausculte la République démocratique du Congo, qu'on le soumet à une radioscopie par le biais des indicateurs socio-économiques, à l'occurrence le PIB, le produit intérieur brut, les IDH, l'indice de développement humain, qui permettent d'évaluer la santé économique d'un pays, d'une part, et d'autre part, les niveaux de vie de la population. Le diagnostic est désastreux
et incompréhensible. Le PIB d'un pays est un indicateur économique qui permet de mesurer la production des richesses du pays pendant une période donnée. Donc, représente la valeur ajoutée totale des biens et des services produits dans les pays. C'est ce PIB qui est utilisé pour mesurer la croissance économique. Et la variation de ces PIB d'une époque à l'autre est censée donner les taux de croissance. Le rapport entre le PIB et le nombre d'habitants est utilisé pour mesurer les niveaux de vie de la population ou des habitants. Selon les rapports de 2014 de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a connu un PIB estimé à 39 milliards de dollars pour l'année qui allait de 2013 à 2014, avec un taux de croissance économique estimé à 9%. Et les rapports PIB habitants étaient de 478,25 $, alors que la moyenne africaine est de 1 700 $ par habitant. D'après la Banque mondiale, la République démocratique du Congo occupe la 8e place des pays les plus pauvres de la planète. La République démocratique du Congo occupe la 8e place parmi les pays les plus pauvres de la planète. Plus de 80% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté avec $1,50 par jour. Plus de 80% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de $1,50 par jour. L'indice de développement humain, appelé IDH, qui mesure le développement et le bien-être de la population, c'est-à-dire les niveaux de vie et la qualité de vie de la population par le programme des Nations Unies de développement appelé PNUD, est de 0,33 pour la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, d'après les PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, la République démocratique du Congo occupe le 127e rang dans le classement mondial de l'indice de développement humain. Et cet indice de développement humain intègre les éléments suivants: l'espérance de vie, les niveaux d'instruction reflétant la durée moyenne de scolarisation et les rapports du PIB par habitant. Le diagnostic est clair. La République démocratique du Congo occupe la 8e place des pays pauvres de la planète d'après la Banque mondiale, occupe les 187e place au rang du classement mondial de l'indice de développement humain d'après le PNUD. En 2015, le PIB de la République démocratique du Congo a augmenté à $180 par habitant, mais avec un taux de croissance estimé à 7%. Et par conséquent, d'après la Banque mondiale, la République démocratique du Congo aurait gagné 15 places dans le classement mondial de l'indice de développement humain, de 187e place à 176e place sur 188. Et il y a des bémols, c'est-à-dire la fiabilité de l'appareil statistique et de l'avis du Premier ministre, les revenus n'ont jamais augmenté, alors que le PIB du temps augmente et qu'il y a la croissance économique. Comment comprendre ces contrastes? D'après la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a connu une croissance soutenue du PIB avec un taux de croissance allant de 6 à 9% pendant plusieurs années successives. Ceci aurait dû entraîner en conséquence l'augmentation des revenus de la population, diminution du chômage, diminution de la pauvreté, diminution des inégalités sociales et enfin une amélioration des niveaux de vie de la population.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans les éléments précités, les tableaux s'assombrissent d'une année à l'autre en termes d'indices de développement humain. À qui profitent les fruits de la croissance économique puisqu'elle est réelle? Permettez-moi de vous dire des vérités. Cela profite aux ministres, aux députés, aux gouverneurs, à leurs amis hauts cadres de l'appareil de l'État, dans la part qui revient à l'État congolais, hormis la part de la croissance qui revient aux investisseurs nationaux et internationaux. Imaginez-vous un enseignant, un professeur, un fonctionnaire de l'État, un militaire, a un salaire mensuel de $100 par mois, alors que les députés, les ministres ont vu leur salaire grimper jusqu'à 15 000 $, salaire mensuel moyen. C'est 100 fois le salaire d'un militaire, d'un enseignant, d'un fonctionnaire ordinaire. Allez comprendre cette réalité. Les raisons de ces désastres ne sont pas à rechercher. Non seulement que la distribution des fruits de cette croissance dans des programmes sociaux mal adaptés, mal faits, la corruption, les gaspillages, les pillages, les détournements de fonds publics ne suffisent pas à eux seuls de porter les chapeaux. Il y a un élément déterminant qui entre en jeu. C'est la médiocrité. La médiocrité de certains hommes et femmes dont celle-ci est une valeur intrinsèque. Et c'est propre à cette classe politique congolaise actuelle. Croyez-moi. Ainsi, j'ai saisi l'occasion pour lancer un appel vibrant aux hommes et femmes de bonne volonté, soucieux et désireux relever les défis, de nous rejoindre dans un combat juste pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants, tout enfant congolais ait une vie meilleure et soit fier de son pays. Nous devons offrir cela à nos descendants. Aux hommes et femmes de bonne volonté, vous devez savoir que la seule chose nécessaire au triomphe du mal est l'inaction des gens bien. Au peuple congolais, parmi vous, il y a des gens bien. Osez venir. C'est un appel pour tout Congolais du pays et de la diaspora. Aujourd'hui, je vous propose une alternative dont je suis convaincu qu'elle apportera au peuple congolais la paix et la prospérité. Cette alternative est le développement possible. Qu'est-ce que j'entends par le développement possible? Je le définis comme un développement progressif en fonction de ses moyens, de ses capacités exploitables et disponibles à faible coût pour satisfaire les besoins de sa population en mettant à profit les capacités de sa force. Celui-ci intègre dans sa dimension des éléments majeurs, la solidarité et le partage équitable des intérêts dans le respect mutuel de la souveraineté dans un monde interdépendant. Et voici, c'est ça le gage de la stabilité et de la prospérité, élément essentiel au développement humain pour une nation comme la République démocratique du Congo. Face à ces désastres, la communauté internationale, les organisations internationales, bailleurs de fonds, Banque mondiale ou FMI, jouent la carte de l'hypocrisie, non pas parce que le délabrement socio-économique et humain du Congo les arrange, mais au contraire parce que parfois ils sont impuissants, tenus au règlement des règles internationales de souveraineté dans la gestion des affaires internes d'un pays, ou soit parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs congolais fiables.
tout en sachant que la solidarité internationale, les puissances économiques, l'Europe, la Chine, les États-Unis, l'Inde et d'autres, ne sauront jamais se substituer à l'implication du peuple et des dirigeants congolais dans le développement de leur pays. Nous saisissons cette opportunité pour nous adresser à tous les partenaires de la République démocratique du Congo, qui forment la communauté internationale dans sa globalité, sa diversité. Un message responsable et clair suivant. La République démocratique du Congo, pour laquelle nous luttons, est celle dont nous voulons grande et solidaire. Dynamique et prospère, nous la voulons grande et pleine d'ouverture. Le développement possible consistera à créer les conditions favorables à un partenariat crédible, sans gestion des incertitudes dans le partage équitable d'intérêts avec la communauté internationale. Ce type de démarche nécessite d'opérer une mutation radicale des mentalités parce que basée sur la solidarité et l'adoption de nouvelles valeurs de développement qui sont l'équité, probité, la gestion partagée des biens et des richesses disponibles et la bonne gouvernance. Le développement possible, c'est aussi s'engager sur la voie du courage, de l'audace, de la dignité retrouvée et de la responsabilité dans un monde interdépendant. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour terminer, je vais vous dire ceci. Défendre une cause juste est noble et l'essence même de l'humanité. Merci. La première, pourquoi avez-vous été arrêté? La seconde, pourquoi avez-vous été acquitté? Voilà, merci. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté, puisque, comme vous le savez, les jours de mon arrestation, j'ai été exhibé devant les médias internationaux pour espionnage, mouvement insurrectionnel, atteinte à la sécurité d'État. J'avais débuté mon procès au mois de janvier 2014. Il a été suspendu, stoppé, pour quelles raisons, je n'en sais rien. Et puis ce procès a été repris début janvier 2016. Et le 24 mai 2016, j'ai été acquitté. Donc voilà les conditions dans lesquelles j'ai été acquitté, puisqu'il n'y avait pas de preuves matérielles par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur avait proclamé tout haut devant les médias internationaux, sans compter la présomption d'innocence. Donc cette question-là, vous pouvez la poser à ceux qui m'avaient arrêté, puisqu'à mon arrestation, j'ai été exhibé, mais à ma sortie, personne n'en a parlé. Autre question? Selon les informations en ma possession, vous avez été arrêté lors de la visite que vous avez effectuée auprès d'un certain colonel Wirindi. Est-ce que vous le confirmez? D'abord, je ne suis pas ici pour parler de moi. Si je suis ici, c'est pour témoigner de ce que j'ai laissé en prison, ce que j'ai laissé au Congo. Moi, c'est déjà arrivé, je ne changerai pas les cours des choses. Posez-moi plutôt la question, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous témoignez, qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ceux qui sont restés. Ce que moi j'ai vécu, ça n'a pas d'importance. Puisque je peux me réjouir, dire que j'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? Au bout de 3 ans et demi, j'ai eu la chance d'avoir un procès et d'être acquitté. Mais j'ai laissé derrière moi les gens qui ont fait 9 ans en prison, qui sont détenus. Il y a même ceux qui avaient 11 ans en prison, qui sont encore détenus, mais prévenus, qui n'ont jamais vu les juges, qui n'ont jamais vu les magistrats. C'est pour cela
que je suis là devant vous pour vous dire non, ça doit cesser. Je vais vous raconter une histoire. C'est un co-détenu que j'ai rencontré, qui a été arrêté pour une détention provisoire de 6 mois pour raison d'enquête. Mais il a fait 9 ans en prison, alors qu'il était détenu pour 6 mois pour raison d'enquête. Un jour, celle qui fut ministre, la dame, avant cet actuel ministre de Justice, passe en prison. Ce monsieur a eu le courage de l'affronter en lui disant « Madame, j'ai été arrêté pour 6 mois pour raison d'enquête. Maintenant, j'ai déjà fait 9 ans. Je ne vois pas ni les juges, je ne vois personne, je ne vois pas les magistrats. » Et la ministre était offusquée. Il est allé avec lui à la direction. On a vérifié son titre de détention. Effectivement, c'était 6 mois de détention pour raison d'enquête. Le lendemain, le ministre est parti. Il a envoyé quelqu'un pour les sortir. C'est clair, quand vous m'entendez parler, je vais m'engager. Je m'engage pour servir le peuple congolais, pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants aient une vie meilleure et soient fiers de leur pays. C'est ça qui me motive. Candidat à la présidence. Seriez-vous candidat à la présidence? Je vais vous répondre. Oui. Nous avons la conviction, nous avons la détermination et nous avons l'ambition de servir le peuple congolais, de relever les défis avec les hommes et femmes de bonne volonté. Et nous avons conscience de la responsabilité de ce qu'une telle charge peut impliquer. Mais nous nous sommes préparés dans tous les aspects des choses pour servir le peuple congolais. Le peuple, lui et lui seul, c'est notre priorité. Est-ce que l'ambition d'être président de la République est une ambition ancienne ou elle est née tout simplement parce que vous avez été incarcéré suite au traitement qui vous a été réservé? Loin de là. Pour ceux qui me connaissent, depuis l'université, j'étais toujours actif, on vous a dit. Par exemple, j'étais le président du cercle des étudiants zaïrois à la faculté de médecine. J'ai travaillé dans des organisations diverses, philanthropiques. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai la vocation de servir mon peuple ou de me mettre au service du peuple congolais. Vous serez candidat à la présidence, oui ou non? Et si vous serez candidat à la présidence, qu'est-ce que la femme congolaise peut attendre de vous? Si j'ai l'opportunité de servir mon peuple, le peuple congolais, croyez-moi, la femme congolaise aura sa place autant qu'un homme congolais. Il n'y aura pas de distinction, femme ou homme. Mais avez-vous des moyens Quand vous parlez de moyens, financiers? Ok. Je vais vous répondre très clairement. Oui, il y a des gens, puisqu'ils sont connus, puisqu'ils ont l'argent, puisqu'ils ont ceci, alors prétendent devenir ou président de la République puisqu'ils ont de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai dit, nous voulons servir les peuples congolais. Nous sommes conscients de la responsabilité que cette tâche peut exiger. Et nous sommes préparés. C'est au peuple congolais lui-même de décider qui est-ce qui va conduire son destin. Et cela ne demande pas question d'argent ou pas d'argent, sauf dans un pays où il n'y a pas la démocratie, où il faut acheter les voix. Mais si le peuple est avisé, je pense que c'est à lui de décider et c'est lui qui va décider. C'est pour ça que je lance un appel aux hommes et femmes de bonne volonté
qui veulent qu'un jour nous puissions relever les défis ensemble. Et le peuple tout entier et la population. Chacun apportera sa pierre. Vous, moi et le reste. Quand on a la foi, on peut déplacer les montagnes. Et nous avons la foi. Avez-vous fait en prison pour le bien-être des prisonniers? Un exemple concret. Il est vrai que quand je suis arrivé en prison d'Olo, je vous ai dit, c'est dur de raconter ça, mais je vais vous dire ça. Ouais. Je suis arrivé en prison d'Olo. Il y avait presque 1700 détenus. Dans cette prison, le malheur, comme on dit, quelque chose, le malheur est bon. Excusez-moi. Il y avait un dispensaire, il n'y avait pas de médecins. Il y avait soi-disant des infirmiers, mais qui étaient des brancardiers. Figurez-vous, chaque semaine, au moins 2 ou 3 personnes mouraient. C'est à ce moment-là que les responsables de la MONUSCO et la direction de la prison m'ont demandé si je pouvais apporter de l'aide. Et j'ai commencé à soigner. J'ai donné le meilleur de moi-même avec ce que j'avais. Et j'ai fini par attraper la même maladie que les gens que j'ai soignés. Et j'ai été soigné moi-même. J'ai attrapé la tuberculose. Figurez-vous, une cellule qui était prévue pour 45 personnes, c'était 150, 170 personnes qui restaient dans la cellule. Ils étaient renfermés 24 heures sur 24 heures, avec 1 heure de sortie le matin et 30 minutes l'après-midi. Il n'y avait pas de sport. Je me suis battu avec la direction de la prison pour qu'on ait les sports. Le peu que j'avais, avec les autres détenus, on a créé une fondation. On a initié le programme des sports, le volley, le football. Quelles sont les circonstances exactes de votre arrestation? Je continue à rester sur ma faim. Pourquoi avez-vous été arrêté? Mais c'est dommage, puisque vous auriez dû poser cette question au ministre de la Justice qui m'a arrêté, qui m'a libéré. Lui-même sait, puisqu'il n'a pas trouvé la réponse à ce qu'il cherchait, et j'ai été libéré. Moi-même, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont raconté des histoires. Mais si vous aviez suivi mon procès, il est sur l'Internet, où des choses comme accusé, in fine, les magistrats ou les juges lui-même se disaient que ce n'est pas vrai. Par exemple, la détention des armes. Si vous avez suivi, le président de la tribunal a dit non, on ne les poursuit plus pour les armes, ce n'est pas lui les armes. Mais allez leur demander d'où venaient ces armes, puisqu'ils ont exhibé ces armes-là devant les médias, et moi-même y compris. Pourquoi vous? Je n'en sais rien. C'est les hasards de la vie, peut-être. Non, il dérangeait, voilà. Mais on vous a posé une question sur vos contacts avec un certain Mirindi. Il semble que vous n'avez pas donné des réponses. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous aviez suivi ce procès-là, puisqu'il est sur... Vous êtes témoin. Vous êtes là. Mais qui est Mirindi? Qui est Mirindi? Que ça sorte de votre bouche. Oui, Mirindi, c'est un certain colonel qui a prétendu que c'est moi qui lui aurais demandé les armes ou qui lui aurait donné l'argent pour acheter les armes. Eh bien, au cours du procès, il s'est avéré, il l'a dit publiquement, même dans les procès verbaux, que les armes appartenaient au gouvernement, appartenaient à la force, à l'armée congolaise.
qu'il a eu les instructions de la hiérarchie pour prendre ses armes, aller les déposer quelque part. Donc il avait déjà avoué devant le tribunal. C'est pourquoi j'ai été acquitté. Donc il vous a piégé, si je comprends très bien. Oui, c'était un monté. Avant qu'il ne vous piège, vous n'avez pas des relations avec lui? Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non, j'ai posé la question parce qu'il semble bien, Oui. pour des gens qui ne sont pas ici, ils croiraient que Mirindi ou le colonel Mirindi, c'est quelqu'un qui vient de nulle part et qui n'a pas de relation avec vous et qui vous piège. Bon, si vous piège, je sais que quelque part vous aviez une relation. Quelle a été votre relation avant le piège? Oui. S'il s'agit du piège, bien entendu. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important aujourd'hui, c'était pas de parler de moi. Je voulais parler, pardon. C'est d'abord parler de vous, puisque puis vous parler êtes là. du parti politique après. Ça, c'est d'abord vous, parce que c'était déjà en Moi, en tant qu'individu, non. Moi, en tant qu'individu, devant le peuple, je ne vois rien. Donc, parler de moi, non. Par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez été incarcéré, vous avez été libéré, vous devez quand même dire un peu par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je vais changer, puisqu'il n'y a pas, je ne suis pas le seul à être dans les mêmes cas. Il y en a plein. Avez-vous peur? Je n'ai pas peur, c'est pour ça que je m'engage. D'abord, premièrement, je vais faire 2 observations et 2 remarques en même temps. Oui. Pour dire que si nous sommes là, d'abord, c'est pour comprendre. Moi qui vous parle, vous savez bien, je m'appelle Michinini. Et au nom du Congo Lobbying, j'ai été parmi les gens qui se sont battus, qui ont alerté les autorités ici. J'ai été accompagné de votre femme. Malheureusement, je ne la vois pas ici, vous pouvez témoigner. Et les gens savent, que ce soit au niveau du ministre des Affaires étrangères, que ce soit au niveau de Human Rights et tous les autres qui ont fait des signaux de pression. J'ai marché. Alors, ça sera vraiment déplorable d'entendre que ce que nous avons fait, c'est du passé, ça ne te concerne pas, ce n'est pas un problème, vous répondez, vous dites que ce n'est rien, ce qui compte, c'est le peuple. Mais c'est ce peuple-là que je suis, qui s'est levé pour se battre uniquement pour toi. Parce que tu es un Congolais comme moi. Voilà au moins le travail en tant qu'activiste. Maintenant, je tiens à faire une deuxième remarque maintenant. Je disais que la conférence, on est venu pour entendre le problème. Parce qu'il y a eu des échos, tu as bien précisé que c'était même sur le plan international. Et c'est vrai que nous avons eu des échos ici. Un Belge qui était député, tout le monde le sait, qui s'appelle Laurent Louis, a été mêlé dans ces problèmes-là. Et moi, j'ai fait une conférence avec lui. Les images sont là parce que vous nous ramenez tous sur Internet. Je ramène aussi tout le monde sur Internet d'aller voir. Avec Laurent Louis. Il a été accusé de quoi au juste? Posez-vous la question. On a dit que c'est lui qui t'a envoyé, qui vous a envoyé, pardon, excusez-moi, comme ça, il vous a envoyé pour que vous puissiez arranger ce coup d'État. C'est lui votre financier, c'est lui qui se prépare ici. Vous savez, ça a été mis dans des journaux un peu partout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème. Alors, nous dire tout simplement que non, moi je suis... Non. Vous avez déjà une partie de la réponse. Pourquoi? Vous dites que vous avez cité le député Laurent Louis. On a dit c'est lui qui était mon financier pour aller faire les coups d'État ou pour faire l'espionnage. Mais on a fait l'enquête sur lui. Vous avez eu des preuves que je n'étais lié ni de loin ni de près. Mais il a été cité faussement et c'était un mensonge. Donc, allez savoir pourquoi on l'a cité, je ne sais pas. Allez savoir pourquoi j'ai été incarcéré avec de tels trucs, je ne sais pas. Vous-même, vous le dites. Quelqu'un qui vous a accusé, qui a dit que vous étiez à la réunion de Laurent Louis. C'est pourquoi je oui, mais oui, non. Laurent Louis, même devant les tribunaux, on a cité son nom. C'était lui qui me finançait, il m'a donné autant d'argent. Mais les enquêtes ont été faites ici, en Belgique, comme au Congo. C'était du montage. Pourquoi on m'associe à lui? Rien. Je n'ai rencontré ce monsieur qu'une seule fois au cours d'une conférence à Aachen en Allemagne où je lui ai posé une question. Je ne me souviens même pas quelle question j'avais posée et je suis parti. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi on m'a mêlé à lui, pourquoi on a monté cette histoire qui est fausse. Puisque vous en êtes témoin, vous dites que vous étiez là, que vous avez les films. Je ne connais de loin ni de près Laurent Louis. Docteur, pouvez-vous nous dire la main sur le cœur que
tout ça, c'est un hasard et que nulle part, il n'y a pas de traces qui auraient pu faire que le gouvernement de M. Kabila vous suspecte d'être dangereux pour lui. Et la deuxième question, en créant le parti, le déclic est venu du fait que vous étiez en prison, ou même si vous n'aviez pas été en prison, vous l'auriez fait. Voilà. Arrêtez. Et d'ailleurs, devant le tribunal, j'ai montré les preuves de certaines démarches que j'avais entreprises pour que le mouvement soit un mouvement à créer. J'ai montré les statuts, j'ai montré tout devant le tribunal. Donc je ne l'ai pas fait puisque j'ai été emprisonné. Non. Le mouvement a existé bien avant. La question principale. Donc, non, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui. Dites-nous la main sur le cœur que vous êtes victime de hasard et vous n'êtes pour rien dans tout ça. Je ne peux pas dire que je suis victime ou confirmé d'un hasard ou pas. Pourquoi? Puisque quand je me rendais à Kinshasa, j'allais pour l'implantation du mouvement debout congolais à Kinshasa. Est-ce que c'est une peur infondée ou une politique délibérée de dissuader les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent servir réellement le peuple congolais? Ça, je n'en sais rien. Bonne question, il ne fallait pas échapper. Oui, j'ai croisé des femmes en prison. Ils avaient aussi un pavillon à côté. Le traitement est pareil. Parfois, c'est pire pour elles que les hommes. Je ne vais pas dire ce que j'ai vu en prison. Et je me suis battu pour ces femmes-là. Et ce que je vous dis est vrai. J'ai failli encore retourner au tribunal pour ce qui s'était passé. Ou quand les femmes venaient, on les déshabillait. Ils étaient dans la cour, il fallait danser nus, comment on appelle ça? À Kinshasa, là, il y avait à une certaine période ce qu'on appelait une chanson qui était sur Yamado, Yamado. Voilà. Alors on mettait cette chanson-là, Yamado, Yamado, et les femmes devraient danser nues. Un jour, certains détenus mâles et les pénitentiaires allaient voir. Ils sont venus me rapporter. Je n'ai pas hésité un seul moment d'aller voir le directeur. Et le directeur qui a fait le nécessaire, et on a arrêté cette honteuse habitude. Oui. Ils endurent autant que nous, parfois plus que nous. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes dehors pour ces femmes? Je me battrai pour tout Congolais, quelle que soit la circonstance dans laquelle il se trouvera, que ce soit homme ou femme. Merci. Okay. Merci d'avoir assisté à cette conférence de presse avec le docteur Jean-Pierre Campou. Merci. Au revoir.